bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, nous sommes dans le mois de novembre et arrivé mi-novembre, pour moi c'est Noël. Mais novembre, c'était aussi l'occasion de visiter Paris puisque mon meilleur ami m'a offert pour mon Noël et anniversaire une place pour l'orchestre symphonique de Final Fantasy Rebirth. Ça aurait été bête de se déplacer juste pour ça, donc on est resté quelques jours et le hasard fait qu'il y avait le lendemain du concert la Icon. Qu'est-ce que la Icon ? Il s'agit tout simplement d'une convention dont le thème est axé sur les romances homosexuelles, hommes ou femmes, peu importe. C'est donc l'occasion de découvrir énormément de mangas, mais aussi des livres et autres comics sur ce thème. Et c'est le moment parfait pour encourager de petits artistes. Seule déception de ce jour, on a raté la dédicace de Totem, il y avait beaucoup trop de monde. Mais on a pu échanger un petit peu avec lui et c'est un gars super sympa. Pour ceux et celles qui sont habitués à acheter des mangas yaoi, yuri et LGBT en général, vous devez remarquer que les rayons ne sont pas forcément hyper fournis. Là, c'était totalement l'inverse, on ne savait pas quoi choisir tellement il y en avait. Je vais commencer avec mon premier achat et il faut savoir que normalement j'ai lu tous les mangas, il reste que les 2 livres que je n'ai pas encore lus parce que j'avais plein de choses à lire entre temps, dont le livre Alabama 63 puisque j'ai eu l'honneur de voir une petite conférence des 2 auteurs, je vous ferai une petite vidéo dessus. Premier manga, mon petit ami Genderless. Alors il faut savoir que ce manga ça faisait un moment que je voulais l'acheter et là je me suis dit allez je retombe dessus, c'est un signe, il faut que je le prenne. L'histoire est tout simple. Meguru, c'est un homme qui fait très efféminé. Lui, il s'en fiche du style, que ça fasse femme, que ça fasse homme. Ce qu'il veut, c'est que ça lui plaise et que ça fasse mignon. D'où le terme genderless, sans genre. Il est en couple avec Wako, qui, elle, travaille tellement qu'elle fait pas forcément attention à son style. Et ça arrive parfois que on la prenne plus pour l'homme du groupe que lui. Elle s'en veut un petit peu, mais lui, tout ce qui compte, c'est de la rendre heureuse et de se faire le plus mignon possible pour elle, car son obsession, elle, c'est la mignonitude. Il s'agit du tome 1, c'est très rafraîchissant, très mignon, et il y a des petits moments où je suis en mode « Non, ne fais pas ça !» Il ne le fait pas. Et ça fait du bien, c'est pas on va créer 36 000 quiproquos, les gens vont croire que, ma copine va s'inquiéter. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Lui, il veut la rendre heureuse, elle veut le rendre heureux. Les 3 thèmes principaux sont indiqués derrière, romance, bienveillance, carrière. Si ça vous attire, foncez, c'est une pépite. Deuxième manga, alors lui je l'avais jamais vu dans les rayons, c'est une très bonne surprise, L'amour au micro-ondes. Camille est un jeune homme qui a l'air un petit peu solitaire, et Oaki est un présentateur télé qui se retrouve chez lui. Son principe c'est je vais chez les gens au hasard, je goûte la cuisine et je donne mon avis. Waki n'a pas vraiment de papilles, il arrive à apprécier la nourriture mais pas à savoir ce que c'est. Si vous lui faites du bœuf, il pourra croire que c'est du poulet, et inversement. Ils se rapprochent de plus en plus, déjeunent ensemble à midi, mais Camille, qui a eu des déceptions par le passé, s'inquiète un peu, a peur d'être blessée, et finit par fuir plus ou moins. C'est le premier tome, et j'avoue que je suis un petit peu curieuse de savoir ce qui pourrait se passer dans la suite, parce que j'avais l'impression qu'en un tome, l'histoire aurait pu être finie, que de surprises qui m'attendent. Je vous le recommande également, vous verrez bien si ça vous plaît, mais personnellement, j'ai adoré et je compte bien me procurer le 2e tome. Nos cœurs évanescents. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais le H est entre parenthèses. C'est le jeu de mots entre le cœur, la chorale, et le cœur, l'organe vital. Il s'agit d'un jeune homme qui est particulièrement petit et qui a une voix cristalline. Il a une voix de femme entre guillemets et va se retrouver dans un chœur justement où la majorité des élèves sont des femmes et ça peut poser problème parce que il manque déjà de voix grave. Donc si en plus le garçon qui les rejoint n'a pas de voix grave, qu'est-ce qui va se passer? Yutaka est un garçon hyper sensible. Je sais pas si on peut dire hyper émotif ou hyper sensible parce qu'il y a une différence entre les deux. Pour ceux qui ne savent pas, hyper émotif, c'est vraiment au sentiment, et hypersensible, c'est même à la texture, au toucher, tout ça. Et lui semble très sensible aux sonorités en général. Alors ça, c'est un très bon exemple aussi pour la Icon. Je vous ai parlé de LGBT, et c'est pas juste les relations homosexuelles, c'est vraiment tout le LGBT. Donc c'est l'expression de genre, c'est le questionnement, c'est vraiment tout entièrement. Et là justement, le personnage masculin sort un petit peu du cliché masculin. C'est pas quelqu'un de viril, c'est pas quelqu'un de fort entre guillemets, même s'il a une force à lui. Ça tourne autour de la puberté, qui peut être vu comme un vrai frein pour le personnage, parce que la plupart des garçons, quand ils muent, ils perdent leur voix leur voix aiguë, ce qui pose problème pour pas mal de chanteurs. On va donc voir les personnages évoluer, et j'ai particulièrement hâte de la suite. Là, il y a vraiment des questionnements, des comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont oser certaines choses. Pareil, je le recommande à 100%, et si je précise que je recommande, c'est parce qu'il y en a certains que je ne recommande pas. Et en parlant de ce que je ne recommande pas, jusqu'à ce que je te tue. Il y a 2 tomes, il n'y aura pas de 3e tome, ça finit en 2 tomes. Globalement, comment expliquer l'histoire ? Au Japon, ils ont fait une nouvelle loi. Les meurtriers doivent être tués comme ils ont tué. C'est-à-dire que si vous égorgez quelqu'un, il faudra égorger le meurtrier. Si vous le noyez, il faudra le noyer. Et ils ont rajouté une particularité, et vous avez sûrement l'impression que je suis un peu perdue, et c'est ça le souci du manga, c'est que
Il est très fouillant à mon goût. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment, mais en gros, ils ont rajouté le fait de... On vit la vie du meurtrier, on le remet dans un quotidien et en fait, il prend le rôle de sa victime. Donc là, par exemple, c'est un personnage qui a fini par tuer son amant et ils vont filmer sa vie et ça va être son amant qui va le tuer lui. Pour ça, ils font appel à un policier. Le principe, c'est qu'il ressemble le plus possible au personnage masculin, qu'il ait sa taille, ce genre de choses. Alors, les couvertures sont magnifiques, hein. On comprend bien que la deuxième et la première sont complètement reliées, mais l'histoire est vraiment trop brouillon à mon goût. Soit j'étais pas très concentrée quand je l'ai lu, mais je serais surprise quand même. L'histoire va par moments trop vite, par d'autres moments trop lentement. Plus particulièrement l'histoire d'amour qui se crée n'a pas vraiment de logique à mon goût en tout cas. Depuis le début je me disais ils sont censés tomber amoureux en fait. Après c'est pas mal pour une réflexion autour de la mise à mort, des condamnations à mort, mais je sais pas, personnellement j'accroche pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé, dites-moi votre avis, mais jusqu'à ce que je te tue, ne risque pas de rester dans ma bibliothèque. À l'image de Mona Lisa, il fait partie des tomes, ça fait longtemps que je les vois et que je disais est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Et je l'ai pris. Alors, dans ce monde, c'est très particulier. Les enfants n'ont pas de genre. Vraiment, leur corps ne se distingue pas du tout. En fait, c'est même pas qu'ils n'ont pas de genre, ils n'ont pas de sexe. Un enfant est un enfant. Il n'est pas garçon, il n'est pas fille, il est deux et aucun des deux. Et c'est aux alentours de 12 ans que ils vont prendre une voix. On sait pas trop ce qui les pousse. Il y en a, c'est parce que ils préfèrent le mignon, il y en a d'autres, c'est parce que simplement ils se sentent comme ça. Mais Inazé, elle, va avoir 18 ans, et elle est toujours aucun des deux. C'est le grand questionnement, c'est, en fait, son corps n'a jamais bougé, et semble ne jamais vouloir bouger. Ce qui embête, c'est deux amis d'enfance, un garçon et l'autre une fille, sont tous les deux amoureux. Et aimeraient que, il y en a, il faudrait qu'elle grandisse pour devenir une fille, et l'autre qu'ils grandissent pour devenir un garçon. Mais Inazé ne sait pas. Yel ne sait pas. Si je dis Yel, c'est parce que c'est très respecté comme il est techniquement ni l'un ni l'autre. C'est Yel. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est Yel. Ou et lui. Ça dépend de comment on tourne la phrase. Pourquoi à l'image de Mona Lisa? C'est parce qu'il y a de grandes théories sur le fait que Mona Lisa, ça pourrait être une femme de peintre, mais ça pourrait être aussi un apprenti qui a été peint. Il y a des côtés masculins sur un côté du tableau, mais de l'autre côté du tableau, c'est un peu plus féminin. Il y a aussi cette particularité de parfois on a l'impression qu'elle sourit, mais de l'autre côté, elle sourit pas. C'est un grand questionnement et Inazé se retrouve un petit peu dans ce tableau. Donc vous l'avez compris, c'est sur la non-binarité et je trouve ça très intéressant pour se questionner qu'est-ce que c'est finalement un garçon, qu'est-ce que c'est finalement une fille, comment on peut se sentir plus l'un que l'autre. Ça fait partie des pépites, j'ai hâte de me prendre le 3e tome. Il y a aussi une attente parce qu'il se passe certaines choses dont je peux pas vous parler pour pas vous spoiler, mais on est en mode comment ça va finir. Je veux savoir, il me faut la suite. Donc, prochain achat, le tome 3. Et je n'ai pas dit, mais petite particularité, ce que j'aime à chaque fois, je n'ai jamais été déçue, Akata Édition. À chaque fois que je prends un tome de chez Akata, je peux limite y aller les yeux fermés, je ne suis jamais déçue. C'est un bonheur particulier. Our Dining Table. Désolée pour mon accent. Yutaka est quelqu'un de très introverti. Il mange jamais avec ses collègues, il a toujours l'impression d'être mis de côté. D'ailleurs, quand on apprend son histoire, on comprend pourquoi il a du mal avec tout ça. Et le hasard fait qu'un jour, il y a un petit gamin qui pleure, il est perdu, il lui donne une boule de nigiri en attendant pour que son frère arrive. Le gamin devient accro à sa cuisine et le grand frère, dans le doute, va dire est-ce que c'est possible de nous montrer comment les cuisiner ou autre parce que mon petit frère ne mangeait que ça. Il s'avère que le grand frère n'a plus de maman, il vit qu'avec son père et qu'ils sont pas très doués à la cuisine. Et les deux jeunes hommes vont petit à petit se rapprocher, on va découvrir leur histoire, surtout à ce petit personnage-là, savoir ce qui lui est arrivé, connaître les événements qui l'ont troublé, qui l'ont amené à se sentir aussi isolé et à se mettre aussi isolé de sa part. C'est un très grand coup de cœur. J'adore en ce moment les histoires où il y a un peu de famille, qui est les enfants en mode... soit petit frère, soit mes enfants, il y a l'acceptation en fait dans la famille. Et Our Dining Table a été promu parmi les meilleurs BL lors de la Chill BL Award 2018. 3e place, il le mérite. Je sais pas qui a eu la première et la 2e place, je vais regarder ça parce que si la 3e c'est ça, la première ça doit être une pépite. Éclat d'âme, tome 2. Alors j'ai le tome 1 qui m'avait beaucoup intéressé. Ce n'est pas ce garçon, le tome 1 se concentre sur un autre garçon qui est gay mais qui ne l'accepte pas vraiment et va se retrouver dans une sorte de lieu où toutes les personnes un petit peu différentes se retrouvent. Lui au début il se demande un peu ce qu'il fait là puis il se rend compte que ça l'aide
s'accepter petit à petit, même si c'est encore un long chemin à faire, à voir les autres, à découvrir leur vie, deux femmes qui s'aiment, un petit garçon un peu bizarre qui traîne aussi par là, et surtout la tenante de l'établissement, plus que mystérieuse. Dans le tome 2, on sait toujours pas qui c'est plus ou moins, on a encore beaucoup de questionnements. Et le tome 2 du coup se concentre sur ce petit garçon. Je pense que si vous comprenez l'image, c'est un petit garçon qui aime bien se déguiser en fille. Mais pourquoi? Est-ce qu'il se sent fille? Est-ce qu'il aime simplement les choses mignonnes? Est-ce qu'il a une influence extérieure? Lui-même, le petit garçon, n'est pas sûr de savoir. Et on suit toujours le personnage principal qui est gay, qui va se questionner sur tous les membres, comment ça se passe, et en même temps lui-même se questionner sur sa vie, sur ses avancements, comment il se sent, comment il veut évoluer. Est-ce que vous allez être surpris? Je ne pense pas. Édition Akata. Je vous l'avais dit, les Akata sont incroyables, ils sont vraiment très puissants. J'aimerais rencontrer ceux qui gèrent ce qui va être édité ou pas parce que c'est puissant. Attention, il est quand même un petit peu dur, c'est pas comme certains mangas où c'est oh là là la joie, on s'en sort, la famille réagit bien. Non, on sent que c'est vraiment ancré dans la société d'aujourd'hui et que c'est très dur par moments. Mais si vous avez la force, n'hésitez pas. Je crois que mon fils est gay, tome 5. Je vais pleurer. C'est le dernier tome et il fallait que ça finisse, ça pouvait pas continuer en longueur comme ça. Ça a très bien fini d'ailleurs, dans le sens où c'est pas une fin bâclée, c'est pas une fin irréfléchie, mais en même temps il y avait une part de moi qui était en mode « Oh, j'aurais voulu continuer à le voir grandir ». Je crois que mon fils est gay, c'est une mère de famille japonaise qui commence à soupçonner son enfant d'être gay. Et en fait, elle se questionne beaucoup. Elle est pas directement malveillante, elle est pas malveillante non plus, mais c'est plutôt en mode, elle a ses petits clichés en mode tiens, je croyais que les gays c'était comme ci, je croyais que les gays c'était comme ça. Comment je peux en parler à mon fils? Est-ce que je dois l'outer malgré lui ou pas? Puis elle va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que son fils. Tiens, j'ai un collègue de tel endroit finalement qui peut s'avérer gay aussi. Tiens, il y a de plus en plus d'hommes qui se mettent à se maquiller. Tiens, si, tiens, ça. C'est un questionnement quotidien. En plus, le père de famille n'est pas présent parce que son travail est très loin, donc il n'est là que quelques rares jours par mois. Et lui-même peut avoir des propos parfois où ah, ça me dégoûte, ce genre de choses. Sans méchanceté pure, mais c'est vraiment de l'incompréhension. C'est vraiment, on ne sait pas, on découvre, on n'avait jamais vu ça avant. Ça s'ancre bien dans notre société actuelle où les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe autour de l'homosexualité et du LGBT en général. On a aussi le petit frère qui depuis le début est un peu spécial selon certains. Il a pas l'air de trop montrer ses sentiments et il va être un très grand soutien pour son grand frère qui lui n'assume pas globalement. Même lui, je pense qu'une partie de lui il se dit non, c'est pas possible, je ne suis pas gay. On est plus dans la tête vraiment de la mère qui observe, mais on comprend aussi que le fils aîné est perdu et que le fils cadet essaye à sa manière de soutenir, de montrer que bah non, c'est pas forcément bizarre et que de toute façon on s'en fiche, notre vie c'est notre vie. Donc un 5e et dernier tome incroyable. Vous savez ce que je veux dire. Akata Édition. Quand je vous dis qu'ils font des pépites, vraiment, je regarde ça en priorité, limite, des fois, quand je veux me choisir un manga, c'est, est-ce que c'est Akata, c'est bon, je risque rien. Même si le résumé me dit pas grand chose, je vois que c'est Akata, j'ai, oh allez, je risque rien. Je te love dans les plumes. Je suis un petit peu mitigée. Alors, cet homme, qui est considéré comme l'homme à tout faire du quartier, a la capacité de comprendre et de parler aux oiseaux. Il parle leur langage en cuicui. Et le problème, c'est que plus jeune, il s'est fait insulter par un pigeon et depuis, il se méfie des oiseaux. Il a du mal, ce qu'on peut comprendre, hein. Quand un animal vous insulte, je pense que vous n'avez pas trop envie de lui parler. Mais du coup, il s'éloigne plus ou moins des oiseaux, mais va se retrouver confronté à un oiseau bizarre, un corbeau, qui connaît son prénom. Alors il va se poser énormément de questions. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il me connaît surtout. Et malgré lui, il va se retrouver à devoir aider pour plusieurs oiseaux, devoir se rapprocher plus ou moins, même s'il a vraiment une forme de dégoût pour les oiseaux. Déjà, un truc qui me gêne, c'est la différence d'âge. Je ne sais plus son âge exactement, mais je crois qu'il a 25 ans, et lui, il a tout juste 18 ans, ce qui est un peu malsain à mon goût. C'est peut-être personnel, mais il est encore au lycée, lui il travaille depuis un moment, je trouve qu'il y a un déséquilibre qui fait que je comprends pas trop en fait. Et c'est le tome 1, je sais pas si je vais acheter le tome 2 et si je l'achète, j'ai un peu peur, j'ai du mal à encourager cette relation. Bon, vous avez compris avec le titre, je te love dans les plumes, je te vole dans les plumes, c'est un jeu de mots. Pour l'instant, je ne vous le conseillerais pas, comme je vous ai dit, l'écart d'âge et de situation fait que pour moi ça peut pas être vraiment très sain. Je verrai bien si je lis la suite ou pas, je vous tiendrai au courant, peut-être que ça s'améliore, je ne sais pas. I'll make you cry. Je vais te faire pleurer si j'ai pas de bêtises. Alors, pareil, je suis mitigée, mais je partirai plus dans le négatif que le positif. L'histoire de base est très mignonne. Lui est amoureux de lui depuis petit, et lui le sait depuis tout petit.
et il lui tend plein de perches pour qu'il avoue qu'il est amoureux de lui. Et c'est là le problème, c'est que ça se passe très vite en fait. Moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu comique en mode il tend vraiment plein de perches, et non en fait on arrive au moment où il a déjà tendu plein de perches et que ça se règle plus ou moins. Et du coup, on suit les tranches de vie de eux deux ensemble et ça marche pas. C'est dommage parce que quand on voit la première page, on pourrait se dire « Ah, ça va être marrant, lui il est un petit peu surpris, comment ça va se passer ?» Non, ça se passe beaucoup trop vite. Et en fait, allez, je vais être sympa. En fait, j'allais dire je vais être sympa, mais c'est même pas possible. Vous voyez ça ? C'est ça qui se passe avant que ça y est, ils se mettent en couple. Tu veux faire quoi ? Tout le reste, c'est du remplissage. C'est dommage, c'est une grosse déception parce que l'histoire était trop mignonne. Mais non, ça passe pas, je suis désolée. Donc ouais, ça va être plus dans le négatif. Heureusement que c'est quand même un seul tome et je doute sincèrement que ça reste dans ma bibliothèque. Désolée, t'auras fait de ton mieux. Une étoile pour Noël. Alors là, il s'agit d'un roman et pas d'un manga. Alors de Halodi, roman et illustré par Druide Lunaire. Je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera plus simple pour vous de découvrir de quoi ça parle. Noël approche. Une fois n'est pas coutume, les danseurs Emeric et Michael ont exceptionnellement des congés pour cette période. En couple depuis plusieurs années, ils se séparent à regret le temps des vacances où chacun va rejoindre sa famille. Si Emeric adore Noël et se fait une joie d'aller retrouver ses proches, c'est loin d'être le cas de Michael qui n'apprécie guère cette fête. Le jeune homme se retrouve pourtant propulsé au village de Noël, un cauchemar pour lui. Michael va-t-il vivre le pire Noël de sa vie, ou, au contraire, le meilleur en réalisant que son petit ami est également présent. Je voulais absolument un livre de Noël. Je voulais éviter à la base les livres trop romantiques de Noël parce que c'est que ça maintenant. C'est des histoires de romance avec... Ça se passe juste à Noël en fait. Et moi je voulais une histoire Noël. Mais là je sais pas, j'ai craqué. Je me suis dit tiens, je sens des trucs. Je sens que ça pourrait bien matcher. J'ai beaucoup aimé la couverture aussi, ça aide. Je n'ai pas commencé encore à le lire. Mais franchement, je le sens très bien. Je vous ferai un retour dessus. C'est à partir de 16 ans, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense. D'ailleurs, j'ai pas précisé pour les autres, mais il y en a beaucoup qui sont interdits. Je mettrai un petit encart sur le haut pour dire à peu près quel âge vous pouvez commencer. C'est le souci des yaoi. D'ailleurs, on devrait utiliser le terme, alors que je dis pas de bêtises, c'est shonenai, il me semble, pour parler de relations entre hommes sans qu'il y ait forcément de sexualité. On n'utilise pas trop ces termes, mais souvent les yaoi sont tous mélangés entre sexualité et pas sexualité. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les différences entre tous. Avant de passer à mon dernier achat, j'ai eu le grand plaisir de passer sur le stand de Bleuet, si j'ai pas de bêtises. Sur le stand de Bleuet, je suis désolée, je sais plus comment ça s'écrit, comment ça se prononce, mais je vous mets ici comment ça s'écrit et le lien pour le retrouver, pour la retrouver, excusez-moi. C'est une illustratrice qui écrit aussi des histoires que j'adore. Et je me suis fait plaisir avec une petite enveloppe mystère. Alors déjà, c'est incroyable. Cachetée à la cire. Pour moi, ça rajoute vraiment un charme incroyable. Et j'adore son style de dessin. C'est vraiment une pépite. Je la connais depuis très longtemps. Je la suivais quand elle a commencé à faire une histoire entre David et son autre personnage dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et ça s'est développé, elle a de plus en plus une grande communauté, je suis ravie pour cette personne, vraiment, elle mérite. Je me suis donc fait plaisir avec ça et je vais trouver le moyen de les accrocher un petit peu partout sur ma bibliothèque. Et enfin, le dernier livre, il est tout beau et surtout, il a un chat. Félicratie. On suit Yacine sur une planète Terre où les extraterrestres ont envahi et gagné et surtout traitent les humains comme des animaux de compagnie, mais littéralement. Et leur seul point faible, c'est les poils de chat. Ils sont vraiment mortellement allergiques puisqu'ils explosent quand ils en sentent un. Mais du coup, ils ont exterminé tous les chats. Ou peut-être pas. Je l'ai commencé, pour l'instant j'adore, il est très drôle, il est très léger, ça fait vraiment plaisir. Mon seul questionnement pour l'instant c'est pourquoi aucun reproche, mais pour l'instant, après je n'ai pas tout fini donc peut-être que plus tard voilà, mais pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver pourquoi c'était à la icône qu'il se vendait, puisqu'il n'est pas LGBT de premier abord. On a bien une fille aux cheveux bleus, mais bon, ce serait vraiment très cliché d'en déduire qu'elle est forcément LGBT. Mais on verra bien, quoi qu'il arrive, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ce n'est pas non plus du Molière, mais justement, c'est ça qui rafraîchit, c'est le genre de lecture. On y va tranquillement, on prend son temps, on a plaisir, on rigole. On se prend pas la tête avec. Je verrai bien où ça va nous mener. Comme pour l'autre livre, je vais vous faire une petite vidéo pour vous en parler parce que ça mérite. Et j'ai oublié de le dire, mais c'est de H le Noir. Et merci à cette personne qui m'a d'ailleurs fait une dédicace au nom de mes chats et moi. Je trouve ça très mignon. Le premier réflexe, c'est
est-ce que tu as des chats? Si oui, quels sont leurs noms? Et j'étais en mode, mais c'est génial, c'est logique, mais c'est génial d'avoir pensé à ça. Par ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, une étoile pour Noël, j'ai aussi la dédicace. Je suis ravie, je ne pourrais pas être plus heureuse. Et voilà, c'est tout pour mes achats de l'Icon. Comme vous voyez, j'ai lu un bon 95% des livres. Il y a quelques déceptions, mais je suis pas totalement déçue parce que dans les déceptions, il y en a un ou deux que j'ai eu à moins 50%, donc on va dire que ça compense. Et puis ça fait malgré tout de belles découvertes, des livres que j'aurais pas forcément pensé à lire avant. Je suis assez contente de sortir un petit peu de mes habitudes et de tenter des choses que je ne tenterais pas habituellement. Je vous remercie encore pour m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, lâcher des commentaires et de partager la vidéo, que ce soit en critique positive ou négative, il n'y a que comme ça qu'on avance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne lecture. À bientôt les piou-piou.